Retrouvez tout de suite un nouvel épisode de Mayday, alerte maximum. Un train de marchandises est devenu incontrôlable. Dis-leur qu'on ne contrôle plus le train. 75-51 à West Colton. Ces freins ne peuvent pas l'empêcher de dévaler la montagne. À l'aide! À l'aide! On file à 145 km/h! 145! Le convoi de plusieurs milliers de tonnes d'acier et de marchandises fonce droit sur une petite ville. On va se tuer dans le virage. Une banale erreur a mis en danger la vie de ceux qui sont à bord et des habitants de la petite ville. À l'aide! À l'aide! On file à 145 km/h! On ne contrôle plus le train! Prenez vos gilets de sauvetage! Où sont les gardes-côtes? Tenez bon! San Bernardino, en Californie, est une ville de banlieue paisible au pied des monts San Gabriel. Nichée entre le désert de Mojave et l'agitation de Los Angeles, c'est l'endroit idéal pour fonder une famille. Quand on avait des problèmes, on allait voir les voisins. C'était un quartier très agréable. Mais en 1989, cette ville américaine connaît coup sur coup 2 catastrophes. 6 personnes trouvent la mort et 18 habitations sont complètement détruites. Tout commence avec un train devenu fou. 100, 110, 130. Et tout finit par un incendie dévastateur. On voyait un énorme nuage de fumée noire. On aurait dit l'enfer de Dante. Bien qu'ayant eu lieu à plus d'une semaine d'intervalle, les 2 drames semblent liés. Et les enquêteurs vont tenter de trouver ce lien éventuel. Au secours! M'aider! Ils vont découvrir comment une série de décisions alarmantes a entraîné la mort de plusieurs individus et marqué à jamais toute une ville. C'est le petit matin, ce 12 mai 1989. Sur une voie d'évitement en plein désert, un train de marchandises s'apprête à partir en direction des monts San Gabriel. Frank Holland est le conducteur du convoi numéro 7551 East de la Southern Pacific. J'étais conducteur et mon travail consistait à monter dans le train, faire fonctionner les locomotives, respecter le règlement, la vitesse, ralentir au besoin et acheminer le convoi d'un point A à un point B. Pour ce trajet, son travail a commencé la nuit précédente, au dépôt de Mojave. Certains trains de marchandises de la Southern Pacific sont assemblés ici, recevant les locomotives et les équipages qui leur feront traverser le pays. Frank Holland vient y chercher les documents dont il a besoin. Salut Franck. Il a été promu conducteur 3 ans plus tôt. Autorisation, ordre, livret d'affectation et tonnage. Ces papiers lui apprennent qu'il va acheminer 69 wagons de marchandises, pesant chacun un peu plus de 54 tonnes et transportant tous la même chose, du trona, un produit chimique non toxique utilisé dans les engrais. On commence par faire les calculs pour savoir quelle puissance il va falloir pour descendre la colline avec un tel train. Ce qui vous dira à quelle vitesse vous pouvez rouler. Merci. Bonne route. Au total, Frank Holland va devoir convoyer plus de 3500 tonnes de marchandises. La destination finale de cette marchandise est l'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, Frank Holland va se contenter de l'emmener au terminal de West Colton, près de Los Angeles. Pour ce faire, il va devoir franchir les monts San Gabriel par le col de Cajon. Ensuite, il ralentira son immense convoi pour descendre sur l'autre versant. Les gars, on va jusqu'à West Colton avec 69 wagons de Trona.
Everett Crown, l'autre conducteur du 75-51, sera dans la motrice avant pour épauler Frank Holland. Alan Rees, le serre-frein, s'installera 2 locomotives derrière. À eux 3, ils cumulent près d'un demi-siècle d'expérience professionnelle à la Southern Pacific. Pour s'assurer qu'il disposera de suffisamment de puissance pour franchir les monts San Gabriel, Frank Holland a demandé de l'aide. Et le régulateur de la Southern Pacific lui a envoyé 2 locomotives affectées à la pousse. Lawrence Hill sera le conducteur à l'arrière et Robert Waterbury son serre-frein. S'ils ont déjà parcouru ce trajet, ce n'est pas là qu'ils travaillent habituellement. Ils ignorent le poids du fret qu'ils transportent et ne se renseignent pas. Le 75-51 East dispose désormais de 4 motrices à l'avant et de 2 à l'arrière. Une fois ces 2 dernières en place, le convoi est prêt à partir. Pousse à avant. Avant. Couplet est prêt à partir. Reçu. Le 75-51 East prend de la vitesse. D'ici 1h30, il atteindra le sommet des monts et le col de Caron, à 1300 mètres d'altitude. Pousse à avant. Avant. On a passé la voie d'évitement. Merci. De l'autre côté des monts San Gabriel, San Bernardino s'éveille doucement. Muscoy est un quartier relativement récent sur la frange nord-ouest de la ville. On y trouve des maisons de plain pied où vivent de nombreuses familles. Au 2326 Duffy Street, Christopher Shaw vient de se lever. Il a dormi chez sa mère après une dispute avec sa petite amie. En face, Ruth Green a réussi à faire se lever 3 de ses enfants et à les envoyer à l'école. Sa fille, Levon, reste à la maison. Il n'y avait que ma fille et moi, et on se préparait pour ce qu'on pensait être un matin habituel. On avait pris notre petit déjeuner et on rangeait la cuisine. La seule chose que les riverains n'aiment guère dans ce coin de San Bernardino, c'est la voie ferrée. Les trains passent à toute vitesse en haut d'une butte de terre de 6 mètres de haut, à laquelle certaines maisons de Duffy Street sont directement adossées. Lorsque ça a été mis en vente, l'agent immobilier a fait visiter à mon mari une maison qui était du même côté de la rue que la voie ferrée. Et mon mari a refusé, il n'en voulait pas. Peu après 7 heures du matin, le 75-51 East atteint le point culminant de son voyage, le col de Caron. Après, il n'y a plus que de la descente. Ce col est un élément vital pour l'industrie ferroviaire dans la région. C'est un des 3 seuls accès qui permettent de franchir les monts et des dizaines de trains passent ici tous les jours. Par tradition, les cheminots qui font la montagne sont respectés comme les costauds, les balèzes, car ils font le travail le plus exigeant. Le col de Caron est une des zones de montagne les plus difficiles à franchir de tous les États-Unis pour les cheminots. Beaucoup de trains y circulent et c'est si dur que tout le monde doit être vigilant à 100% en permanence. Pas question. Non. Frank Holland et son collègue Everett Crown sont dans les délais.
Il n'y a eu aucun contact radio entre les hommes de l'avant et les deux de l'arrière depuis le début de l'acheminement. Le besoin ne s'en est pas fait sentir puisque tout se passe comme prévu. Mais c'est maintenant l'étape la plus sensible du trajet. Ralentir le train immense pour entamer la descente. Quand on conduit un train du désert de Mojave à Colton, on dévale une falaise. Car à cet endroit-là, la voie bascule pour descendre avec une dénivellation assez forte, de l'ordre de 2,2%. Et pour un train, une pente pareille, ça revient à tomber d'une falaise. Lorsque le 7551 East amorce sa descente, tout semble normal. L'équipage ignore encore que le train est devenu incontrôlable et qu'ils n'ont aucun moyen de le ralentir. Dès le début de la descente, Frank Holland actionne les freins rhéostatiques. Ils ralentissent les 6 locomotives, diminuant l'allure de l'ensemble du convoi. Sur cette section, la vitesse maximale autorisée est de 48 km/h. Frank Holland appelle alors Lawrence Hill, le conducteur de la locomotive affectée à la pousse à l'arrière du train, pour s'assurer qu'il peut maintenir cette vitesse. Allô, pouce? Ici, pouce. T'as actionné les rhéostatiques? Oui, au maximum. Reçu. La première partie de la descente est très sinueuse. Il y a 56 virages. La friction dans ces tournants contribue à ralentir le convoi. Malgré tout, Frank Holland commence à actionner les freins pneumatiques, qui appliquent une pression sur les roues de chaque wagon de marchandises. Le train roule alors à 40 km/h, l'allure que Frank Holland veut maintenir. Mais une fois la succession de virages franchis, le serre-frein Everett Crown remarque que le convoi accélère. On est à 48. On devrait être à 40. En fait, le train maintenait sa vitesse. Il a peut-être même accéléré un tout petit peu, mais ça ne faisait que commencer. Ça augmente. Perplexe, Frank Holland augmente encore la pression sur les freins pneumatiques. Mais le train continue d'accélérer. Quand le train est arrivé à 65 à l'heure, j'étais très inquiet. On accélérait vraiment. Passé les 70 km/h, Frank Holland pousse les freins pneumatiques au maximum. Mais rien ne se passe. Au bas de la descente, la voie fait un coude pour contourner San Bernardino. Et Frank Holland sait qu'il ne doit pas le négocier à plus de 64 km/h. Or, à mi-pente, il a déjà largement dépassé cette vitesse. Le mari de Ruth Green est parti travailler. Ses 3 plus jeunes enfants sont à l'école. De l'autre côté de la rue, Christopher Shaw s'apprête à prendre sa douche. Frank Holland sait que plusieurs maisons seront exposées si son train vient à dérailler. J'étais souvent passé dans le coin et je savais qu'on ne franchirait pas ce virage. À l'arrière du convoi, Lawrence Hill a compris qu'il y a un problème. Les freins pneumatiques sont au maximum, mais le train ne ralentit pas. Il doit y avoir un problème. Sans avertir l'avant, il actionne les freins de secours. C'est leur dernière chance. À ce moment-là, le train a légèrement décéléré.
Puis, quelques secondes plus tard, il est reparti comme une fusée. La vitesse augmentait si vite que je n'arrivais pas à y croire. Les freins de secours sont inefficaces et de la fumée commence à monter dessous le train qui continue d'accélérer. 100 110 130 Il s'est arrêté à 145 car le compteur n'allait pas au-delà. Mais Frank Holland sait que le 7551 East continue de prendre de la vitesse. Je me suis dit, je suis viré. C'est à ça que j'ai pensé. Je passais en revue tout ce que j'avais fait pour voir où je m'étais trompé. 75-51 à West Colton. 75-51 à West Colton. Mais le régulateur n'a pas répondu. Le train est incontrôlable et les cheminots ne peuvent avertir personne. À partir de ce moment-là, on était tout seuls. Essaie encore! 75-51 à West Colton. West Colton, parlez! On a un petit problème. À l'arrière, Lawrence Hill écoute l'appel radio. Je ne sais pas si on va réussir à s'arrêter. Il intervient pour décrire au régulateur à quel point la situation est critique. Allez, on file à 145 km/h. 145. On ne contrôle plus le train et on ne pourra pas l'arrêter avant Colton. Mais le régulateur ne peut rien faire. Le convoi file maintenant à plus de 160 km/h. Et les maisons de San Bernardino ne sont plus qu'à quelques secondes. En ville, un grondement étrange vient perturber le calme matinal. Ma maison a commencé à vibrer. Elle bougeait si violemment que je pensais que les vitres allaient céder. Ça a empiré et j'ai compris que c'était un train. En approchant de ce virage, j'ai dit à Everett, « On va se tuer dans le virage !» Il avait les yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas y croire. Il était terrorisé et je devais avoir la même tête. Je me souviens juste avoir mis les pieds en avant et d'avoir dit « Ça y est, cramponne-toi !» Je ne m'attendais pas à en réchapper. West Colton, régulateur de Saint-Auguste, parlez. Nous sommes entre Dyke et Stover. À l'aide, à l'aide. Dans la locomotive de pouce, à l'arrière du train, Lawrence Hill appelle désespérément le régulateur de la Southern Pacific. Sa position dans le convoi lui a évité d'être blessé, mais il doute que tout le monde ait eu autant de chance. SP 7551, répondez, n'importe qui. Il va patienter plus d'une minute avant d'obtenir une réponse. Régulateur de Saint-Auguste, 7551 East, à vous. Régulateur de Saint-Auguste, on a déraillé. Je ne peux pas joindre l'avant. Ils ont sûrement besoin d'aide. On a déraillé. Chose à peine croyable, Frank Holland est vivant. Il s'extrait comme il peut de l'épave de sa locomotive, la première à avoir déraillé. Everett, il faut aller le chercher, il est à l'intérieur. Vous d'abord. Des témoins du drame l'aident à descendre. Ils m'ont sorti de la locomotive et m'ont fait asseoir. Je n'arrivais pas à y croire.
Les wagons étaient entassés pêle-mêle, les locomotives détruites. C'était incroyable. Quand j'ai vu ces dégâts, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Frank Holland a plusieurs côtes cassées et un poumon perforé. Everett Crown, lui, n'a pas survécu. Alan Rees, le serre-frein de la 3e locomotive, non plus. Ces images d'archives, tournées juste après le drame, montrent l'ampleur des dégâts. 7 maisons ont été rasées et le train est bon pour la casse. Quand la poussière est retombée, on a vu que certains wagons étaient retournés et certaines maisons avaient disparu. On voyait une masse de métal tordue. Les wagons étaient renversés. On se demandait vraiment ce qui avait pu se passer. Alan Simpson est commandant des pompiers de San Bernardino. La maison sur laquelle nous nous sommes concentrés, compte tenu des renseignements fournis par la mère à propos de son fils, avait été complètement détruite. Ça ne ressemblait plus à une habitation, mais à un amas où on serait passé à coups de bulldozer. Ils hurlaient qu'il y avait encore quelqu'un dessous. Plus tard, on a appris que c'était là où vivait Christopher Shaw. Quand on a vu ce qui restait de la maison, on s'est dit qu'il était impossible que quiconque ait pu survivre sous ces décombres. L'épave cache un problème explosif dont personne ne se doute. Le long de la voie ferrée, à environ 2 mètres de profondeur, passe une conduite transportant du carburant à travers la montagne. Si elle a été endommagée par l'impact, la moindre étincelle risque de provoquer une explosion. Avant ça, on ignorait l'existence de cette conduite qui passait juste derrière nos maisons. On y pense toujours. Quand il y a une grosse conduite de 35 cm où circule du combustible sous pression, on sait ce que ça donne en cas de fuite. Cal Neve, qui gère le réseau auquel appartient cette conduite, pompe des centaines de litres de carburant pour essayer de minimiser les conséquences d'une explosion éventuelle. Mais il en reste encore beaucoup. Et les vannes de secours automatisées censées isoler certains tronçons du réseau ne fonctionnent pas. L'entreprise ne peut pas couper en totalité la circulation sous la zone du déraillement. 3 heures après l'accident, les secours extraient le cadavre d'un enfant, le 2e petit garçon victime du drame. Après avoir sorti les 2 enfants de la maison, on n'avait plus beaucoup d'espoir de trouver des survivants. Mais on ne renonce jamais, on essaie jusqu'au bout. Mais les autorités font pression pour qu'un terme soit mis aux recherches. Le temps consacré à chercher Christopher Shaw est autant de perdu pour les opérations de déblayage. Or, Cal Neve ne peut inspecter correctement l'installation tant que la zone n'a pas été nettoyée. Le quartier retient son souffle. Christopher Shaw a-t-il survécu au désastre? George Avery, pompier depuis moins d'1 an, prend la relève sur les lieux. On a reçu l'ordre de relever l'équipe qui cherchait un corps. À ce moment-là, on pensait chercher un cadavre. Christopher Shaw est la dernière personne encore portée disparue. Les secours demandent à sa mère de dessiner un plan de la maison. Elle leur explique que son fils était dans la salle de bain au moment de l'accident. C'est donc là que les secours concentrent leurs ultimes efforts. Des morceaux de maison dépassés de cet amas informe. Des clous, des chevrons, du plaquage de bois. On m'a affecté à une zone précise que je devais dégager. Et au bout de ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'était sûrement qu'1 heure, 1 heure et demie, je suis tombé sur une sorte de cavité.
En tâtant avec son bras, il sent que quelque chose accroche sa combinaison. J'ai tiré en croyant m'être accroché à une pointe, mais j'ai vu une main qui se tendait vers moi. Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Au secours! Venez m'aider! Il faudra près d'1 heure et demie pour extraire Christopher Shaw des décombres. Des morceaux de train ont constitué une sorte de cocon de protection autour de lui, ce qui lui a permis de respirer tout en l'empêchant d'être broyé par la masse de métal. On était sidérés de le voir vivant, surtout au bout de presque toute une journée. On pensait qu'il n'avait plus aucune chance. Donc ça a été incroyable de le retrouver. Après la découverte de Christopher Shaw, tous les occupants des maisons et du train ont été retrouvés. Le bilan est de 4 morts et 4 blessés, et 7 maisons ont été entièrement détruites. Mais San Bernardino n'est pas au bout de ses peines. Si la conduite de Calneve a été endommagée, elle peut exploser n'importe quand, tuant encore plus de gens et faisant encore plus de dégâts. William Pugh et Russell Quimby travaillent pour le NTSB, l'organisme enquêtant sur les accidents de transport. Ils vont tenter de déterminer les causes du déraillement. Quand notre équipe est arrivée, il était déjà tard et il faisait noir. On aurait dit l'enfer de Dante. Sur l'épave, beaucoup de morceaux de roues et de freins étaient encore chauffés au rouge, au bout de 12 heures. Les roues avaient tellement chauffé qu'elles s'étaient dilatées et détachées des essieux. La friction entre les roues, les freins et les rails a été si importante que les roues ont commencé à fondre. Les enquêteurs savent déjà que les freins n'ont pas réussi à ralentir le train, mais ils ignorent pourquoi. Le lendemain, les opérations de nettoyage débutent. La Southern Pacific doit évacuer l'épave du train. Cela permettra aux enquêteurs de travailler et à Calneve de vérifier l'état de la conduite. La compagnie ferroviaire termine son travail 2 jours plus tard, mais il reste encore à dégager la marchandise que transportait le 7551 East, des centaines de tonnes de trona. Calneve se charge de déblayer le trona le long de la conduite. C'est le moyen le plus rapide de procéder à l'inspection sans avoir à s'en approcher avec du matériel lourd. Ils ont procédé à 5 ou 6 excavations le long de la conduite pour l'inspecter visuellement et ils ont conclu que rien n'avait pénétré jusqu'à cette profondeur. Dans cette conduite, le carburant circule à une pression extrêmement élevée et le moindre dégât peut provoquer une fuite et une explosion. Mais Calneve ne décèle rien. La profondeur a préservé la conduite des ravages commis en surface. Cette installation est une source vitale d'essence pour Las Vegas, située à un peu plus de 300 km. Elle alimente à la fois des civils et des militaires, et tous réclament qu'elle soit rouverte dans les meilleurs délais. Un certain nombre de gens dans le voisinage pensaient qu'il ne fallait pas la remettre en service. Mais des habitants de Las Vegas auraient dit que leur voiture valait plus que nos maisons de Duffy Street et qu'il fallait la rouvrir. Quatre jours seulement après le déraillement, la conduite est remise en service. Calneve surveille la moindre chute de pression susceptible de trahir une fuite dans le réseau, mais la pression reste stable. Le même jour, la Southern Pacific achève les réparations de la voie ferrée et les trains recommencent à longer San Bernardino. Le nettoyage, lui, n'est pas tout à fait terminé. Une énorme quantité de trona recouvre encore les alentours. La poudre blanche ressemble à de la cendre.
Des engins de chantier procèdent à son ramassage et à son évacuation. Afin qu'il ne risque pas d'endommager la conduite, on la signale grâce à des pieux plantés dans le sol. Un soir, j'ai dit à mon mari que ça sentait l'essence. Mais on nous avait assuré que la conduite avait été inspectée et qu'il n'y avait pas de fuite. Je suis resté sur les lieux jusqu'à la fin du nettoyage et l'installation de la clôture fermant le périmètre. Apparemment, tout était en ordre. C'est le début de la matinée en ce 25 mai. Le train 7551 East a déraillé il y a près de 2 semaines, mais les opérations de nettoyage ont été menées tambour battant. Et depuis déjà 1 semaine, les trains et la conduite sont à nouveau opérationnels. Soudain, de la pluie semble tomber d'un ciel d'azur. Une bonne partie du quartier se retrouve trempée par cette averse bizarre. Ruth Green est chez elle quand tout à coup... Pour la 2e fois en 15 jours, elle contemple une vision d'horreur. Dans mon champ de vision, de haut en bas et de droite à gauche, il n'y avait qu'un mur de feu gigantesque. J'ai filé à la porte d'entrée, les voisins me criaient de sortir, et j'ai couru comme jamais. Les pompiers sont à nouveau appelés pour intervenir à Duffy Street. Quand on a reçu l'appel et qu'on est parti, j'ai été sûr de ce que c'était. On voyait une énorme colonne de fumée et de flammes. J'ai tout de suite pensé à la conduite. La colonne de flammes et de fumée s'élève à plus de 100 mètres. Quand notre camion s'est approché du sinistre, les pièces en plastique à l'avant du moteur ont commencé à fondre, et les clignotants aussi. La conduite faisait un bruit énorme au niveau de la fuite, comme un moteur d'avion à réaction. C'était assourdissant, et ça a duré une journée. Les pompiers ne sont pas les seuls à revenir sur les lieux. J'ai reçu un coup de fil me demandant de me présenter chez le président, qui m'a dit qu'une conduite avait explosé et que je devais à nouveau réunir mon équipe. L'endroit ressemblait à une zone de combat. Le feu avait fait beaucoup de dégâts, les maisons du quartier étaient détruites. Cal Neve étant une fois de plus incapable de fermer les vannes de secours, près de 2 millions de litres de carburant brûlent pendant plus de 7 heures. Une fois le sinistre circonscrit, on déplore 2 morts et 3 blessés. 11 maisons ont été détruites. Les habitants de San Bernardino sont sous le choc. Ils ont dit que la seule chose qu'ils avaient retrouvée d'une des personnes qui avaient péri, c'était ses chaussures. L'image mentale que vous vous en faites est franchement dérangeante. Cet incendie a été le coup de grâce. Je ne me voyais plus vivre dans cette maison tellement j'avais peur. Tous ces gens vont bientôt apprendre que la douleur, la souffrance et les dégâts qu'ils ont endurés sont le fruit d'une erreur tragique. Les enquêteurs du NTSB analysent les 2 accidents successifs. Pour celui du train, ils s'appuient sur les boîtes noires récupérées dans 3 des locomotives. Elles enregistrent la distance, la vitesse, la position de l'accélérateur, la pression des freins pneumatiques, et la vitesse que nous avons évaluée sortait du diagramme.
Les boîtes noires indiquent que le 7551 East a vraisemblablement atteint l'allure incroyable de 177 km/h. Dans le virage, la vitesse est limitée à 60. Et malgré l'utilisation des freins, le convoi a continué d'accélérer. Pourquoi en est-on arrivé là ? Presque tous les accidents sont un enchaînement d'événements qui, mis bout à bout, provoquent un problème. Si on avait brisé cette chaîne, l'accident n'aurait pas eu lieu. Comme d'autres trains de marchandises, le 7551 East dispose de deux types de freins. Les rhéostatiques et les pneumatiques. Ces derniers font appuyer une semelle sur les roues de chaque wagon. Plus cette pression s'accroît, plus le train décélère. Les enquêteurs constatent que les freins pneumatiques fonctionnaient correctement lorsque le train a abordé la descente. Mais lorsque le convoi a pris de la vitesse, Frank Holland a maintenu la pression des freins pneumatiques. La chaleur ainsi provoquée est devenue si forte que les freins ont fondu. Au moment de l'accident, ils étaient inutilisables. Les enquêteurs s'intéressent ensuite aux freins rhéostatiques. Ces derniers fonctionnent en utilisant un champ magnétique créé par le moteur de traction. Les freins inversent ce champ pour ralentir les essieux de la locomotive. Il y avait 4 locomotives à l'avant du train et 2 à l'arrière. Avant de partir, Frank Holland savait que la deuxième locomotive ne fonctionnait pas et que les freins rhéostatiques de la quatrième ne fonctionnaient que par à-coups. Malgré tout, la puissance restante était plus que suffisante. Nous avions calculé qu'avec les locomotives de l'avant et les 2 affectées à la pousse fournies par la suite, on pouvait descendre la colline à 48 à l'heure maximum sans problème. Lorsqu'il amorce la descente, il contrôle encore le convoi et sa capacité de freinage doit lui permettre de gérer sa vitesse. Mais ce n'est pas le cas. On est à 48. On devrait être à 40. Ça augmente. Ce qu'il découvre grâce aux boîtes noires surprend les enquêteurs du NTSB. Les freins de la troisième locomotive ne fonctionnaient pas au moment où le train 7551 East a pris de la vitesse. Frank Holland avait vérifié auprès du serre-frein de la troisième locomotive. Alan? Oui. Les rhéostatiques fonctionnent? Ça tourne. Mais les boîtes noires montrent que même si les freins rhéostatiques faisaient le même bruit que d'habitude, ils ne fonctionnaient pas et ne ralentissaient absolument pas le train. Et il y a pire. Couplet est prêt à partir. Sur les 2 locomotives ajoutées en queue de convoi, l'une ne disposait pas non plus de frein. Lawrence Hill, le conducteur à l'arrière, le savait, mais il n'a pas pensé à avertir Frank Holland. Il ne lui a pas signalé qu'il n'avait qu'une locomotive disposant du rhéostatique et que l'autre était en panne. Le conducteur de la locomotive de pousse a cru que le régulateur avertirait le conducteur. Allô, pousse? Ici, pousse. T'as actionné les rhéostatiques? Oui, au maximum. Lorsque Frank Holland lui demande si tous les rhéostatiques sont actionnés, Lawrence Hill répond par l'affirmative. Mais il ne parle que d'une locomotive. Cette découverte est pour le moins étonnante. Frank Holland est loin de disposer de la capacité de freinage qu'il croit avoir. Et les enquêteurs du NTSB ne sont pas au bout de leur surprise. Il doit y avoir un problème. Lorsque Lawrence Hill actionne le frein de secours, il coupe sans le savoir les rhéostatiques. C'est un système de sécurité qui empêche les roues de se bloquer et le train de glisser sur les rails. Ce jour-là, avec la fusion des freins pneumatiques, les rhéostatiques étaient les seuls à retenir encore le train. C'est pourquoi l'utilisation du frein de secours a en fait provoqué l'accélération du convoi. Quand le frein de secours est actionné, on perd le rhéostatique et le train devient fou. Mais William Pugh demeure perplexe. D'après les dossiers, le 7551 East
transportait un peu plus de 3500 tonnes de marchandises. Avec un tel poids, et malgré ses locomotives défectueuses, Frank Holland aurait dû pouvoir maîtriser sa vitesse de descente. Pour découvrir pourquoi il n'en a pas été capable, les enquêteurs remontent quelques jours avant l'accident. Le 7551 East doit tracter un chargement pour la société Lake Minerals. 5 jours avant le début de l'acheminement, le directeur de la société transmet le dossier à Thomas Blair, un employé de la Southern Pacific. Ce dossier contient normalement la nature et le poids du fret. Merci. Or, cette fois, la case poids est restée vide. Lake Minerals pensait que chaque wagon était rempli au maximum de sa capacité, 90 tonnes. Hey! Hey! Elle n'a donc pas jugé utile de noter ce poids. Mais Thomas Blair sait que pour remplir correctement le formulaire sur informatique, il a besoin d'un poids. Sinon, le train ne pourra pas partir. Fort de ses 17 ans d'ancienneté à la Southern Pacific et des milliers de wagons qu'il a vu quitter son dépôt, il évalue le poids des marchandises à 54 tonnes par wagon. Sauf qu'il se trompe lourdement. Chaque wagon pèse en fait 36 tonnes de plus que ce qu'il a estimé. Multiplié par les 69 wagons, cela signifie que le train est plus lourd d'environ 2500 tonnes que son estimation. Personne n'a remarqué que le poids était sous-estimé. Ordre, livret d'affectation et tonnage. Dès lors, le conducteur avait des documents indiquant dans les 3700 tonnes. Il est parti sur cette base, mais elle était erronée, dramatiquement erronée. Elle représentait bien moins que le poids réel. Le train était condamné et on l'ignorait. Frank Holland était en danger avant même de partir. Même si toutes les locomotives avaient fonctionné, la descente se serait avérée difficile. Compte tenu des problèmes mécaniques, il était donc dans l'incapacité de ralentir le convoi. L'accident de San Bernardino était donc parfaitement évitable. Cette catastrophe n'aurait pas dû avoir lieu. Et les enquêteurs vont bientôt découvrir que l'explosion qui a suivi n'aurait pas dû se produire, elle non plus. La conduite était enterrée à 2 mètres de profondeur. Et quelques jours après l'accident ferroviaire, Calneve l'avait inspecté de près sans trouver la moindre éraflure ou fissure à l'endroit où le train avait raviné la terre. Apparemment, cette première tragédie n'avait pas endommagé la conduite. Et quand le carburant a recommencé à circuler, on n'avait constaté aucune perte de pression, aucun signe avant-coureur d'un problème. Le réseau a été rouvert pour une pression de 750 kg et tous les indicateurs le long du réseau ont affiché une lecture normale. Puisque le déraillement n'est pas à l'origine de la rupture, les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Ils commencent par examiner la conduite. Même si le feu a fait rage pendant plusieurs heures, le morceau de conduite qui a cédé n'a pas été détruit. Lorsque la conduite a cédé, la fissure a pris une forme particulière, en gueule de poisson. Dans sa plus grande largeur, elle faisait une dizaine de centimètres pour 75 centimètres de long. Comme des médecins légistes, les enquêteurs cherchent une empreinte susceptible de leur faire trouver le coupable. Non loin de la fissure, ils remarquent des éraflures et plusieurs sillons plus profonds. Ces marques sont comme des blessures sur une victime de meurtre. Si les enquêteurs arrivent à déterminer ce qui les a provoquées, ils sauront pourquoi la conduite a éclaté.
Nous savions qu'il y avait des dépôts d'acier trempé dans ces sillons et que l'engin qui avait provoqué ces dégâts était muni de dents en acier trempé. Les suspects ne manquent pas. Plusieurs chargeuses et une grosse pelle mécanique utilisée pour le nettoyage étaient toutes munies de dents d'acier trempé. Mais Charlie Batten n'arrive pas à désigner le coupable. Le NTSB a conclu que les dégâts sur la conduite avaient été faits ou bien lors de l'évacuation de l'épave du train, ou bien lors du nettoyage du trona, juste après. Deux erreurs ont conduit à 2 catastrophes et à la mort de 6 personnes. Dans son rapport final, le NTSB a blanchi Frank Holland, en expliquant qu'il croyait disposer en toute bonne foi de suffisamment de puissance de freinage pour conduire son train. Il est toujours conducteur, mais il n'a plus jamais refait le trajet qui traverse les monts San Gabriel. Sur le plan psychologique, je crois que je ne pourrais pas. Je ne pourrais revivre ce drame et c'est ce qui m'arriverait à chaque fois que j'y passerais. Donc j'ai choisi de ne pas le faire. Ce serait trop douloureux. Kalnev a été tenu pour responsable de ne pas avoir vérifié son installation après les opérations de nettoyage. Le procès s'est conclu par un arrangement. Je crois que Kalnev a admis a posteriori qu'elle aurait dû être plus méticuleuse lors de cette inspection. Ce que les ouvriers ont vu les a rassurés, mais ils ont fait une évaluation sans disposer des données nécessaires. Pour eux, la conduite était en bon état et ils ont donné leur feu vert. Thomas Blair, qui avait mal rempli le formulaire, n'a jamais été inquiété. Mais après la catastrophe, la Southern Pacific a changé son règlement. Les employés devaient partir du principe que tous les wagons dont le poids n'était pas spécifié étaient remplis au maximum de leur capacité. La compagnie a également réglé à l'amiable plusieurs des procès intentés contre elle. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Elle a été rachetée quelques années après l'accident. Les trains passent toujours à San Bernardino, mais un bon nombre des familles qui ont vécu ce drame ne sont plus là pour les voir. Les trains descendent toujours du col de Cajon. Pour nous, c'est impossible de ne pas se dire « et si ça se reproduisait ?» Il est désormais interdit de construire à proximité de la voie ferrée. Et il ne reste plus dans cette zone qu'un terrain vague, comme une cicatrice du passé. Il n'y a aucun monument à la mémoire de ceux qui sont morts ici, ou pour rappeler le drame qui a frappé Duffy Street.